Bonsoir Jacques Attali. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. On va parler de votre livre Philosophie de la gratitude, largement, mais aussi d'abord évidemment de cet événement, cette rencontre Trump-Poutine. Ces deux hommes, ce sera dans quelques heures et on va voir dans quelques instants, on commence à avoir même le détail, la mécanique de ce sommet où ils seront seul à seul, avec uniquement les interprètes, en tout cas dans un premier temps. Qu'est-ce que vous en attendez ? Le pire, vraisemblablement, le fait qu'elle ait lieu. Ça donne déjà quelque chose à M. Poutine, même si ça a lieu dans des conditions un peu humiliantes pour lui, puisque c'est en Alaska et pas sur un terrain neutre. Le pire aussi parce que M. Trump semble toujours donner raison au dernier qui a parlé, et donc il donnera raison à M. Poutine. Le pire aussi parce qu'on voit bien se dessiner un accord qui serait entre eux et qui négligerait les autres. Le pire encore parce que tout ça fait oublier le cessez-le-feu qui aurait dû avoir lieu, l'ultimatum américain qui avait été posé, ce qui fait que les troupes soviétiques, russes ou soviétiques, c'est un peu la même chose aujourd'hui, continuent d'avancer en Ukraine. Donc, on ne peut pas en attendre quoi que ce soit de bien. Même si M. Trump est toujours imprévisible, il dit toujours tout et le contraire. Là encore, il dit tout et le contraire dans la même phrase. C'est assez fascinant. Donc, il y a toujours derrière son obsession de faire la paix. Bon, Munich, c'était la paix aussi. Ça a duré 48 heures et on sait ce que ça a donné. Le président américain de l'époque avait tout de suite compris que cette paix était catastrophique. Ça ressemble beaucoup à la situation de Munich. Sauf que les Européens ne sont pas là. On vient d'entendre Trump dire je vais faire miroiter à Poutine les terres rares. Il insiste là-dessus, celles qui sont en Alaska et celles qu'on peut exploiter par exemple en Sibérie. Mais c'est pas le sujet pour Poutine. Le sujet pour Poutine, c'est de gagner cette guerre, ou en tout cas de pouvoir la poursuivre. C'est un petit peu comme Netanyahou, il ne tient au pouvoir que parce qu'il continue la guerre. Donc tous les deux ont intérêt à poursuivre la guerre. Écoutez-le encore. Non, je ne pense pas que c'est une récompense. La situation n'aurait jamais dû en arriver là. Quand j'étais là, mon premier mandat, cela ne s'est pas produit, je l'ai dit. J'ai vu ce qui s'est passé après que Biden est arrivé. Ils se sont trompés sur toute la ligne. Bon, c'est la faute de Poutine, c'est la faute de tout le monde. En tout cas, c'est une guerre qui n'aurait jamais commencé si j'avais été là. Une autre question sur Los Angeles. Le chef de la police à Washington a signé un décret qui permet aux officiers de contrôler les personnes dans la rue. Jacques Attali, on peut détailler même maintenant ce qui va se passer dans les prochaines heures. Oui. 20h10, on parle en heure de Paris, arrivée de Trump, 21h arrivée de Vladimir Poutine, la rencontre à 21h30 des deux présidents. Et le fait le plus frappant, vous qui avez observé beaucoup de sommets de très près, c'est que ce sera un vrai tête-à-tête, sans les équipes de conseillers. Sans preneur de notes, c'est-à-dire sans collaborateur direct, c'est rare. C'est même presque jamais arrivé, même s'il y a les interprètes. Donc, ça ouvre à toutes les interprétations, parce que chacun pourra dire tout et le contraire, il n'y aura pas de contrôle. Les interprètes n'étant pas là pour servir de... Je serais étonné qu'il n'y ait pas de preneur de notes. Mais si c'est le cas, ça ne sert à rien. Parce que chacun pourra dire « j'ai dit ça », il n'y a pas de suivi possible, ce n'est pas sérieux. C'est une occasion pour chacun de dire ses vérités. Et peut-être même pour M. Poutine de faire quelques demandes spécifiques à M. Trump qui pourrait être en situation de ne pas pouvoir les refuser. On ne sait pas. Mais certainement, ça doit être une demande de Trump pour essayer d'échapper à la diplomatie traditionnelle pour faire son propre chemin. Son propre chemin qui est dans un monde virtuel, parce que il dit par exemple que c'est l'Ukraine qui a commencé la guerre, ce qui n'est pas vrai. Il dit que Poutine veut la paix, ce qui n'est pas vrai. Poutine veut détruire l'Ukraine, ce qu'on peut comprendre. De ce point de vue, l'Ukraine fait partie de la Russie, point. Donc, on est face à cette situation, et M. Trump n'admet pas la réalité. Il vit dans une réalité parallèle. La puissance assumée de ces hommes, ça contraste évidemment avec l'Europe démocratique, organisée, mais on l'a vu dans l'affaire des droits de douane, parlant difficilement à ces hommes qui, eux, décident presque seuls. Pour Poutine, absolument seuls, et pour Trump, en grande partie seuls. En 1938, quand il y a eu Munich,
2 jours après Munich, les Européens et les Américains, les Français, les Anglais et les Américains ont dit on perd la guerre si on ne se dote pas tout de suite d'une armée très forte, et en particulier d'une aviation très forte face à l'aviation allemande. Ils se sont rendus compte quelques semaines plus tard que même en mettant en marche forcée, c'était trop tard. On est un peu dans une situation qui ressemble à ça. L'Europe ne pourra vraiment exister que si elle se dote d'une armée. Soit d'une armée européenne, soit si tous les pays européens augmentent. Alors, pour l'instant, il y a une annonce d'un triplement de nos budgets militaires, mais on ne les voit pas arriver. Les Ukrainiens ont très vite fait une armée de drones. On ne voit pas ça arriver. On n'est pas encore, malheureusement, dans une économie de guerre qui aurait permis d'éviter la guerre en 1939 si c'était arrivé. Donc nous avons, si nous voulons vraiment vivre le fait que nous ne dépendons plus des États-Unis, et si on veut vivre en paix avec la Russie, ce qui est mon rêve, moi j'ai toujours pensé que la Russie faisait partie de l'Europe et qu'elle devait même un jour rejoindre l'Union européenne, ça reste un rêve réaliste. Je pense qu'il faut que les Européens apprennent à vivre, y compris militairement, sans les États-Unis. Ces grands nationalistes que sont et Trump et Poutine, dans votre livre, je recommande votre livre et je recommande notamment un chapitre sur le nationalisme. Vous parlez de la gratitude, de l'ingratitude des personnes, des individus, mais aussi des nations. On est en 2025, beaucoup prédisaient que petit à petit le nationalisme disparaîtrait devant la mondialisation. C'est le contraire qui se déroule sous nos yeux. En tout cas, chez Trump et chez Poutine, les deux sont des super nationalistes. Ce sont des super nationalistes, mais ils n'échappent pas quand même aux contraintes de la globalisation. Par exemple, M. Trump a été obligé de céder totalement aux Chinois. On ne le dit pas assez, mais il a cédé en race campagne aux Chinois parce qu'il dépend entièrement des exportations chinoises pour pouvoir faire survivre l'économie américaine. Et de même, les droits de douane qui ont été annoncés immenses sont relativement faibles parce qu'il y a une interpénétration considérable. Mais il est vrai que le nationalisme est là, le nationalisme américain, le nationalisme de chacun de nos pays. Il y a un nationalisme français qui se cherche, parce qu'il y a aussi des tendances cosmopolites, des tendances communautaristes qui remettent en cause le nationalisme un peu partout en Europe. Et donc, c'est le manque, c'est la peur de la solitude qui devrait nous aider à prendre conscience de la nécessité d'un nationalisme européen pacifique. Jacques Attali, comment est-ce que vous comprenez? On voit à quel point Trump insiste sur l'idée de paix. Il dit « moi, je suis un homme de paix ». En anglais, n'est-ce pas, il y a cette appellation qui n'existe pas vraiment en français, les apaiseurs, ceux qui veulent apaiser, mais qui sont des pacifistes dangereux, d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Appeasement, c'est ce qu'on avait vécu aussi avant la Seconde Guerre mondiale. Le pacifisme à tout prix, la peur de la guerre à tout prix, c'est quand on a peur de la guerre que la guerre arrive. C'est quand on est solide qu'elle n'arrive pas. Donc là, c'est une partie de poker dans laquelle, si on ne se dote pas des moyens d'être solide, si les Américains, qui sont clairement aujourd'hui retirés de l'Europe, confirme cette thèse, si les Européens ne se dotent pas des moyens de cela, eh bien, l'apaisement se traduira par la guerre. Dans votre livre, vous parlez de la gratitude à l'égard des Américains. Jusqu'où est-ce qu'il faut pousser la gratitude? Ils sont intervenus en Europe tard, en 1941, mais ils sont intervenus, ils ont contribué à sauver l'Europe avec les Soviétiques. J'ai beaucoup de gratitude personnellement à l'égard des Américains, parce que sans doute je ne serais pas là si les Américains n'étaient pas arrivés à Alger en novembre 1942. Et j'ai aussi beaucoup de gratitude à l'égard des Russes et des Soviétiques qui se sont battus de l'autre côté. D'ailleurs, on oublie de le répéter, en partie avec des armes américaines qui leur ont été données. Donc il faut avoir beaucoup de gratitude pour ceux qui nous ont débarrassés du monstre hitlérien, et il y a aujourd'hui d'autres monstres. Donc la gratitude à l'égard des Américains est nécessaire. Je fais la distinction dans mon livre entre gratitude et reconnaissance. Il faut avoir de la reconnaissance pour ce qu'on a reçu du passé. Mais à certains moments, la gratitude doit céder la place à l'indépendance, à la liberté, comme un enfant à l'égard de ses parents. Il doit avoir de la reconnaissance tout au long de sa vie, mais la gratitude ne doit pas l'enchaîner au désir de ses parents, même quand il a 30 ou 40 ans, c'est pas vrai. Donc aujourd'hui, les Européens doivent basculer de la gratitude béate à la reconnaissance éternelle et à l'ingratitude libératrice. Est-ce que les Américains veulent nous dominer? Est-ce qu'ils sont dans l'optique des Romains de l'Antiquité qui voulaient dominer les Gaulois, qui leur apportaient une culture très brillante, etc., mais qui voulaient les dominer? Ils ont toujours été dans cet état d'esprit. Moi, j'ai vécu il y a longtemps et sans arrêt depuis des tentatives de chantage américaines. Si vous ne faites pas ce qu'on vous dit,
on ne vous permettra plus d'avoir l'arme nucléaire, etc. Sans cesse, le chantage. On a revu récemment, M. Vance dit, si vous ne laissez pas M. Trump, M. Musk vendre ses produits en Europe, l'OTAN disparaît. Donc le chantage à la domination est permanent. D'ailleurs, M. Trump le dit clairement, l'Europe est un ennemi. Ce que les Russes pensent et ce que les Chinois pensent. Ce qui fait qu'on est vraiment en situation de devoir prendre conscience que pour les 3 autres puissances, nous sommes l'ennemi. Et un ennemi sans armes. Donc, c'est très dangereux comme situation. Donc oui, les États-Unis veulent, mais c'est pas nouveau, c'est vrai depuis 1946-47, dominer le monde. Les Russes les Soviétiques avaient une idéologie différente. Les Chinois n'ont pas d'idéologie, donc ils veulent s'installer par la force de l'économie, une force plus puissante dans le long terme. Je crois que les Chinois sont beaucoup mieux placés dans le long terme. Mais les États-Unis veulent plutôt dominer en pillant. Ce sont des prédateurs. Ils veulent piller l'Europe de toutes ses richesses, piller l'Ukraine de ses richesses, piller l'Afrique, c'est ce qui est en train de se faire, pour se renforcer dans une situation où, quand on est prédateur, c'est qu'on veut prendre des ressources des autres, c'est qu'on n'a pas confiance dans sa propre intelligence. Car la prédation, c'est la prédation des matières premières. La vraie richesse, la vraie puissance, c'est l'intelligence. C'est ce qu'avaient les États-Unis pendant très longtemps et qui n'ont plus. Parce que l'intelligence, maintenant, est du côté chinois. Elle n'est pas du côté russe non plus, qui est encore une économie de prédation. Donc, dans cette logique où la prédation domine aux États-Unis et en Russie, ça les condamne à ne pas être la superpuissance de demain, puisqu'ils ne mettent pas tous leurs moyens, comme le font les Chinois, les Indiens et d'autres pays, dans l'intelligence. Je me rappelle, vous avez interviewé il y a 20 ans, et vous disiez, oui, la Chine fait des progrès, mais il y a beaucoup de domaines où elle est encore très loin des grandes civilisations. Est-ce que ce retard a été rattrapé ? Beaucoup plus vite que beaucoup le pensaient, y compris moi-même. Beaucoup plus vite. Les Chinois ils ont encore beaucoup de défauts, la démographie, l'absence de démocratie. On poursuit. Ils sont une grande puissance militaire et la première puissance militaire du monde et la première puissance digitale et même, ça surprendra tout le monde, la première puissance écologique du monde. Jacques Attali, vous avez beaucoup travaillé sur l'avenir, sur les scénarios de l'avenir. Je vous en soumets un. Pardon, on risque d'être interrompu par Trump qui saute d'un sujet à l'autre. Comme vous dites, il saute très vite du coq à l'âne. Mais pendant que là, il est occupé à la politique intérieure. Si demain, les pays baltes sont attaqués par les Russes, qu'est-ce qui se passe après que Trump et Poutine se seront peut-être entendus en Alaska, après que les États-Unis se seront retirés? Ces pays sont dans l'OTAN. Donc normalement, l'article 5 du traité joue et tous les pays membres de l'OTAN doivent défendre les pays baltes. Si les États-Unis décident de ne pas défendre les pays baltes, c'est l'effondrement des États-Unis comme puissance internationale. C'est notre propre survie qui est en jeu, parce que si les pays baltes tombent, pourquoi pas la Pologne et la Finlande? Donc il faudra à ce moment-là nous battre. Mais il faut créer les conditions pour que ça n'ait pas lieu. Donc pour que ça n'ait pas lieu, il faut être crédible en matière de défense. La Pologne commence à l'être, la Finlande l'est, les pays baltes ne le sont pas. Si, après ou à la place de l'Ukraine, peut-être après les manœuvres de septembre, la Russie se tourne vers les pays baltes, là, on aura un moment très sévère. Mais je ne pense pas qu'il en soit là, parce que là, il risque vraiment d'entraîner une guerre nucléaire et il n'en a aucune envie. Donc je ne pense pas que ce risque soit crédible. Aidez-nous à analyser l'attitude russe. On voit à quel point, littéralement, ils tirent sur la corde avant le sommet. Des images satellites montrent qu'ils se préparent à tester un nouveau missile de croisière nucléaire dans cette région de la Nouvelle-Zambie, qui est très chargée historiquement, puisque c'est là qu'ils avaient testé la Tsar Bomba, qui était cette immense bombe dans les années 60. Tout se passe comme si, quelques heures avant le sommet, au lieu d'atténuer, d'assouplir, au contraire, ils montraient le faire, les Russes. Pourquoi ? C'est normal. C'est une technique d'intimidation de quelqu'un qui n'est pas en situation de vouloir faire la paix. Monsieur Poutine veut prendre l'Ukraine et occuper Kiev. Ce qu'on peut comprendre, parce que Kiev est le berceau de la nation russe, c'est vraiment au berceau. Moi, j'étais souvent dans cet endroit. C'est vraiment le berceau de la culture russe. On peut comprendre aussi parce que les Ukrainiens ont fait beaucoup d'erreurs.
Quand les Ukrainiens ont dit qu'il fallait plus parler russe, c'est comme si les Suisses allemands avaient dit on peut plus parler français. On peut comprendre que les Suisses français se soient un peu énervés et que les Français soient venus à l'aide. Donc là, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites par les Ukrainiens avant le président Zelensky. Ce qui ne justifie pas évidemment l'attaque russe. Mais du point de vue russe et du point de vue de Poutine, ce qui compte avant tout, c'est de ne pas être encerclé. Et pour être encerclé, ne pas être encerclé, il faut chaque fois maîtriser ses frontières, écarter les ennemis de ses frontières, avoir accès à la mer. D'où l'importance d'ailleurs de ce qui se passe en Syrie, de ce qui se passe en Libye, où ils installent des ports, l'importance de l'Ukraine pour avoir accès à la mer, parce que c'est vital, l'importance du Nord pour avoir accès à la mer du Nord, enfin à la mer Baltique et ensuite à la mer du Nord. Donc l'obsession russe, ça a toujours été de ne pas être encerclé. Et là, ça explique ainsi leur conduite. Regardez ces images. Ce sont les images par satellite de cette nouvelle Zamble avec ces essais qui seraient en préparation du nouveau missile de croisière Bourevestnik. Alors il y a toute une espèce de catalogue des missiles russes. Ils en sortent presque un par semaine. La crainte nucléaire, on a vécu pendant la guerre froide avec l'idée que ce n'était pas impossible. Est-ce que pour vous, cette crainte a grandi ? Oui. Cette crainte a grandi pour plusieurs raisons. Elle a grandi d'abord parce qu'il y a beaucoup plus de pays qui sont nucléaires aujourd'hui. Il y en a 9 et non plus 5. Parce que si M. Trump n'est plus défenseur des pays, soit européens, soit ailleurs, les Coréens du Sud vont dire qu'est-ce qui me défend contre la Corée du Nord ? Les Japonais vont dire la même chose, les Australiens, etc. Donc on va aller assez vite à 25 pays nucléaires. Donc si les États-Unis n'appliquent pas l'article 5 dans votre scénario balte, ça veut dire qu'il y a 20 pays qui deviennent nucléaires du jour au lendemain. Parce qu'ils diront je ne peux plus compter sur les États-Unis. C'est le cas de Taïwan aussi également. Ça sera un critère. Maintenant, dans la situation actuelle, je ne pense pas qu'entre les États-Unis et la Russie, en direct, une menace nucléaire soit crédible. Je ne le pense pas. Là, vous parlez de ces pays, de la prolifération. On voit des pays comme la Corée du Nord dont personne ne sait très bien si la dissuasion classique fonctionne. Pour moi, ça restera dans l'histoire, si histoire il y a encore dans un siècle, ça restera comme une immense erreur conjointe des Russes, des Chinois et des Américains. Chacun a cru que la Corée du Nord était plus mauvais pour les deux autres que pour lui. Les Chinois parce qu'ils ne voulaient pas de troupes américaines en face d'eux, les Russes parce qu'ils trouvaient très bien d'arrêter les Chinois, etc., etc. Et donc on a laissé ce petit pays, et M. Trump est très coupable, parce que dans son premier mandat, il a tout fait pour encourager, adorer... Et on se trouve, sans l'avoir vraiment regardé, avec une puissance nucléaire, qui d'ailleurs peut envoyer des troupes, il semblerait qu'il ait 10 ou 15 000 hommes à la frontière ukrainienne. C'est très dangereux. L'Ukraine, la Corée du Nord est vraiment un endroit très dangereux. On n'aurait jamais dû les laisser là. Moi, ça fait très longtemps que je dis qu'on n'aurait jamais dû les laisser là. Et je pense qu'il faut continuer à essayer de tout faire pour bloquer leur armement nucléaire. La puissance américaine, comment est-ce que vous jugez cette survie fascinante ? Tant de fois, on a conjecturé, on a prophétisé leur déclin. C'était un lieu commun de dire le déclin de l'Empire américain. Or, aujourd'hui encore, on critique Trump de partout. Mais c'est Trump qui joue. Demain, là, dans quelques heures, c'est lui, malgré tout, le centre du monde sera en Alaska, une fois de plus sur territoire américain. Oui, ça reste vrai. Et plus profondément encore, l'économie américaine, qui est extrêmement endettée, qui semble en faillite, est en fait en train de devenir le maître de la finance planétaire. Je vous suggère un sujet sur lequel vous devriez travailler, réfléchir, et je serais ravi d'en revenir parler avec vous, qui passe totalement inaperçu, mais qui est absolument majeur. C'est ce qu'on appelle les stablecoins. Le stablecoin, c'est un bitcoin qui n'est pas spéculatif, qui est fixe, et qui vaut $1. Or, aujourd'hui, il est possible pour n'importe quel paysan du Kenya ou de l'Inde d'acheter des dollars sous forme de stablecoin et de l'avoir chez lui et de l'utiliser. Ce qui veut dire que l'ensemble de l'épargne mondiale va être utilisé à acheter des bons du Trésor américain. Et donc, ils vont pouvoir dépenser comme ils veulent, puisque l'épargne africaine, indienne, européenne sera utilisée à acheter leurs bons du Trésor. Leur dette n'aura plus la moindre importance et ils seront vraiment là, les maîtres du monde. Et là, l'administration Trump l'a compris, l'accompagne, a créé les conditions de la garantie de ce stablecoin qui n'est pas spéculatif, mais qui est vraiment $1 numérique que tout le monde peut acheter, même sans l'accord de son propre gouvernement. Vous entendez ? Sans l'accord du gouvernement de chaque pays. C'est une révolution majeure qui est en train de donner un pouvoir absolu
à les États-Unis pour faire ce qu'ils veulent avec l'argent des autres. Est-ce que ça veut dire que le dollar survivra, contrairement aux prévisions qui disent tôt ou tard il est arrivé au bout de sa vie? Dans ce cas-là, il survivra parce qu'il vivra sur l'épargne de tous les autres. C'est l'épargne du monde qui sera aspirée vers les États-Unis. Parce que les États-Unis sont la superpuissance militaire, tout le monde croira cela. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir des stablecoins européens, des stablecoins chinois. Les Chinois l'ont compris, ils sont en train de créer les conditions de se protéger. Mais si on voit progressivement l'épargne indienne ou l'épargne africaine ou l'épargne latino-américaine se diriger comme ça pour échapper à leur propre corruption, là, on va avoir une manne d'argent qui va arriver aux États-Unis, qui va leur donner une superpuissance. Dans votre livre « Philosophie de la gratitude », vous l'avez dit, vous parlez de la nuance entre gratitude et reconnaissance. Vous parlez de la gratitude à l'égard de sa famille, de sa religion, de sa communauté. On voit à quel point, dans la société française, cette fois, la puissance des communautés, la puissance des identités revient. Vous avez suivi sans doute ce scandale qui a lieu à Noisy-le-Sec, où le film Barbie est empêché d'être diffusé par un petit groupe violent, au nom d'un conservatisme islamique, des gens qui disent mais ça ne correspond pas aux valeurs concernant la femme, concernant l'homosexualité. Tout à l'heure sur ce plateau, Léonard Attal disait c'est fascinant, c'est les mêmes prétextes qui sont utilisés en Libye ou en Iran qui sont utilisés en France. Ça paraît vertigineux. Mais il faut regarder ça en face. Il faut regarder ce qui se passe actuellement en Grande-Bretagne, où le communautarisme a fait que dans certaines parties du royaume, la charia prétend être supérieure à la loi du pays. Il faut regarder ce qui se passe en Belgique, il faut regarder ce qui se passe aux Pays-Bas. Nous avons la chance en France d'être protégés par la laïcité, mais il faut l'appliquer. Il faut que les féministes comprennent qu'ils n'ont aucun combat commun avec ces gens-là. Et cet épisode le montre. Donc, le communautarisme est l'ennemi de la République. Il est l'ennemi de la démocratie, et c'est vrai pour toutes les communautés, qu'elles soient chrétiennes ou juives ou fondamentalistes d'un autre. Mais pour autant, on voit réclamer ça d'une façon ouverte. Il y a des gens qui parlent de parti communautariste ouvert. C'est un grand danger. La République suppose que la religion soit une affaire privée et pas une affaire publique, et on voit se multiplier les exemples du contraire. Comment lutter contre l'impuissance? Évidemment, tant de gens partagent vos principes et on entend des choses incroyables. L'enseignement de la Shoah, dans beaucoup de classes en France, et des témoignages nous reviennent, des enseignants ont peur de parler de la Shoah, ce qui n'empêche pas évidemment de parler des autres drames, des drames immenses de la population civile à Gaza ou d'autres sujets comme ceux-là. Mais l'enseignement de la Shoah, des profs en France, en 2025, comme c'est le cas dans les pays de dictature, ont peur de l'enseigner. Ça paraît... Il n'y a pas de démocratie quand il y a peur. Et c'est très important de faire en sorte que cet enseignement-là, comme l'enseignement de tous les autres drames, aujourd'hui il y a des drames au Soudan, il y a des drames en Éthiopie, il y a des drames en RDC, dont on ne parle pas. Certains disent qu'on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas de juifs impliqués. Mais il est très important de faire qu'on puisse continuer à parler de tout cela et à créer les conditions d'une réflexion commune. D'ailleurs, l'islam de France, de ce point de vue, est remarquablement sérieux, stable. Le communautarisme est absolument minoritaire, extrêmement minoritaire. Il n'est pas inquiétant encore. Merci beaucoup, Jacques Attali. C'est votre livre « Philosophie de la gratitude », les grands mots dans la collection Autrement.